Les assassins impériaux sont les lames cachées, brandies par les hauts seigneurs de Terra. Ils sont les tueurs des rois et des faux messies, le fléau des traîtres et des rebelles à travers les étoiles. Et une fois qu'un agent a été envoyé, il est aussi implacable que la marche du temps elle-même, chaque facette de son être ayant été entraînée pour ce moment. Bien que le temple de l'Officio Assassinorum soit entouré de mystères, tous les hommes influents craignent les ombres qu'ils projettent, car leurs agents sont la justice de l'empereur personnifiée. Dans un royaume de la taille et de l'étendue de l'Imperium, il n'est que trop courant que des planètes s'échappent à son giron. Cet immense empire étant lent à réagir, en raison des aléas du Warp, et un monde peut passer 10 ans, 20 ans, voire 100 ans sans réponse de sa part. En effet, ce système est aussi fragile qu'implacable, et on vit au cours de son histoire de nombreux mondes tombés sous l'emprise de l'hérésie ou du xéno. Livrés à eux-mêmes face à une galaxie hostile, il est facile pour les citoyens de succomber aux affres de la corruption, en ne payant pas la dîme, en permettant aux psycheurs de s'échapper, ou en refusant les valeurs du culte impérial. Et certains inspirent simplement à l'indépendance, loin des dictates des hauts seigneurs de Terra, 12 membres sans visage, gouvernant au nom d'un empereur lointain. Que le nouvel ordre soit bienveillant ou tyrannique, et même si leur gouvernement peut prospérer à court terme, la nouvelle de leur désobéissance finira par parvenir aux oreilles des adeptes de l'Imperium. Parfois, la confrontation qui en résulte mène à une guerre ouverte, mais c'est aussi souvent résolu par des moyens plus secrets. La coercition, la corruption, les menaces, le chantage et le meurtre sont autant de moyens pour préserver le royaume de l'humanité. Et à cette fin, l'Imperium a développé plusieurs institutions pour exploiter ses armes au maximum. Grâce à d'anciennes organisations dont l'histoire remonte à la Grande Croisade et à la naissance même de l'Imperium. L'une d'entre elles est l'Officio Assassinorum, celle-ci pouvant libérer sur les ennemis de l'empereur des êtres capables de changer le destin d'un monde grâce à leur unique présence. Chaque assassin ayant été sélectionné de son plus jeune âge, souvent parmi des mondes sauvages ou au sein de la Schola Progenium, est formé pendant de nombreuses années, et on dit que le processus de sélection serait même plus rigoureux que ceux de l'Abdetus Astartes, et que seulement 1 sur plusieurs millions de candidats termineront enfin leur formation et deviendront agents au sein de l'Officio Assassinorum. Ainsi, chacun d'entre eux serait un spécialiste, capable d'éliminer chacune des menaces qui pourraient être rencontrées par l'Imperium, que ce soit par l'intermédiaire d'un tireur d'élite du Temple Vindicar, capable de mettre une balle dans la tête de sa cible à des kilomètres de distance. Mais si le credo du traître s'est répandu au sein de toute une organisation ou une force militaire, on lâchera plutôt un agent du Temple Evessor, un berserker bio-amélioré qui massacrera des dizaines, voire des centaines de rebelles, afin que tous soient témoins du courroux de l'empereur. Cependant, si l'acte requiert plus de subtilité, un agent du Temple Calidus le fera. Des êtres dont il est pratiquement impossible de détecter la présence, jusqu'à ce que l'acte soit accompli. Et enfin, si la cible est un psycheur, l'un des rares et des redoutables Calexus sera envoyé pour le traquer. Des intouchables, des êtres dont l'âme est un fléau pour ceux qui traitent avec le Warp. Les armes des assassins vont du simple couteau aux armes neurales exotiques, en passant par des épées de phase, qui peuvent couper à la fois l'armure et son champ de force. Mais même à main nue, ces agents sont des ennemis mortels, chacun étant largement entraîné au combat et plus que capable de se frayer un chemin sanglant jusqu'à sa cible. Et ce faisant, ils maintiennent les fragiles chaînes reliant entre elles les mondes de l'Imperium. Il est un conflit datant du 36e millénaire qui illustre à merveille à quel point cet outil est à la fois indispensable et si dangereux. Cette guerre, dont les répercussions influent encore aujourd'hui notre Imperium bien-aimé, se nomme The War of the Vindication,
ou la guerre de justification. Celle-ci se déroulait quelques mois après la mort du haut seigneur Gojvendir et la fin de son règne de sang. Le palais impérial était encore secoué par la violence avec laquelle les chapitres Space Marine y avaient fait le siège. Et d'une certaine manière, les entrées et les sorties du palais avaient été condamnées. Coincés dans ses limites, beaucoup s'étaient barricadés dans leurs appartements, alors que le palais résonnait au son des tirs et des tremblements sous la force des explosions dévastatrices qui le secouaient. Cette période de violence culmina avec la mort du grand maître des assassins lui-même, victime de 2 blessures par perforation, mais dont le corps ne portait aucun signe de balle ou de fragments de balle. Celui-ci ayant succombé comme par magie d'une combinaison de mort cérébrale et d'insuffisance cardiaque. Mais le plus étrange fut que le jour même de ce crime odieux, un colis fut livré à l'Inquisition. À l'intérieur se trouvait une chevalière et une missive écrite d'une main anonyme. La chevalière portait le sceau de l'Officio Assassinorum, et elle était une réplique exacte de la bague portée par tous les grands maîtres assassins, comme un signe de fonction. Et la lettre jointe à la bague affirmait que celle-ci, contenue dans le paquet, était l'original, tandis que celle au doigt du grand maître récemment décédé était en réalité une fausse. Et immédiatement, le sceau inquisitorial fut jeté autour du mausolée contenant le corps du grand maître, et l'Inquisition décida d'enquêter par elle-même sous ces affirmations. Après de nombreux tests, on finit par prouver que la bague au doigt du grand maître était fausse. La missive avait effectivement raison. Mais alors, si ce n'était pas le grand maître, qui était mort? Qui était-il? Et surtout, qui était responsable du colis qui avait conduit à cette découverte? Et où se trouvait le véritable grand maître? On éplucha soigneusement les informations stockées sur le cristal de données contenu dans la vraie bague. Et celle-ci finit par révéler un code de coffre-fort de l'Abdetus Administratum. L'Abdetus, possédant d'immenses réserves sous terra, des centaines de milliers de chambres, détenant certains des secrets les plus sombres de l'Imperium. Et localiser un coffre-fort pouvait ainsi prendre des années, voire des décennies. Pour ce faire, on utilisa des servitors d'archives un peu spéciaux. Ces cyborgs étaient tous liés par une mémoire centrale, contenant les emplacements de la plupart des coffres-forts. Et il convient de souligner que pour des raisons de sécurité, la banque de données ne contenait que les emplacements des coffres-forts et aucun détail sur ce qui stockait. L'Inquisition réquisitionna ainsi 3 serviteurs d'archives et plaça une balise de localisation sur chacun d'entre eux avant de saisir le code du coffre-fort. 2 des serviteurs connurent un dysfonctionnement. Le premier mourut alors qu'il traversait une passerelle qui n'existait plus et tomba sur une hauteur de près de 2 km de haut, subissant alors des dommages irréparables. Et le second disparut tout simplement. Au bout de 2 semaines, le dernier réussit à localiser le coffre-fort, son capteur indiquant qu'il avait parcouru une 50aine de kilomètres dans les profondeurs de Terra. L'entrée de celle-ci ayant été bloquée par un effondrement, et une équipe de fouilles fut nécessaire pour percer les décombres. Après plusieurs heures d'excavation, ils trouvèrent un autre cadavre, le corps du grand maître, gisant préservé dans un champ de stase. De nombreux tests génétiques furent ainsi réalisés, et il s'avéra qu'il s'agissait effectivement des restes du véritable grand maître. Mais la découverte la plus sensationnelle n'était pas le corps, mais le document à ses côtés, qu'il me faut vous lire si vous souhaitez savoir ce qui s'est réellement passé. J'ai résidé pendant 80 ans au sein de l'Officio Assassinorum, et si ce document est tombé entre les mains de l'Inquisition, alors j'ai réussi à découvrir à la fois la tentative d'assassinat contre ma vie et la corruption au sein de l'Officio. Je ne peux que espérer que la personne qui lit ceci prendra toutes les mesures appropriées pour empêcher toute nouvelle propagation de cette corruption. Sous le règne de sang de Gojvendir, et j'ai résisté sans relâche afin que cet homme maléfique ne prenne pied au sein de l'Officio Assassinorum. Mais à mesure que son emprise sur l'Imperium se resserrait, il devint rapidement évident que le haut seigneur Vendir avait d'une manière ou d'une autre sollicité l'aide de l'Officio. Plusieurs rapports faisant état de fonctionnaires et de dignitaires morts ou disparus
indiquaient des implications d'assassins de l'ordre. Bien entendu, tous les assassinats concernés étaient parfaitement exécutés et aucune trace évidente de l'implication de l'Officio Assassinorium n'avait pu être trouvée. Mais je connaissais le modus operandi de tous les temples cachés de l'Officio et les rapports contenaient suffisamment d'indices pour que je puisse détecter une tendance. De plus, tous ces morts semblaient terriblement utiles pour servir les propres objectifs du Haut Seigneur. La question qui restait désormais sans réponse était la suivante. Qui était l'homme de Vendir au sein de l'Officio Assassinorium? En regardant les rapports sur les personnes disparues et les morts mystérieuses, il n'y avait pas qu'un temple responsable. Je soupçonnais dès lors que certains provenaient de mon propre temple Vindicar, tandis que d'autres avaient été horriblement mutilés par les assassins du temple Évessor. La liste s'allongeait, impliquant de nombreux temples possibles et rendant impossible de pointer du doigt dans une seule direction. Cela ne laissait que deux conclusions possibles. La première était que l'Officio Assassinorium avait été corrompu jusqu'à la moelle par Vendir. Ceci, cependant, semblait peu probable, en raison du voile de secret qui pesait sur lui, et qui signifiait que même le Haut Seigneur ne pouvait connaître que quelques individus au sein de l'ordre. La seule autre réponse possible résidait dans le temple Calidus, utilisant la polymorphine, une drogue altérant la forme, pour assumer des identités alternatives. Le temple de Calidus était connu pour la capacité de ses assassins à infiltrer d'autres bureaux de l'Imperium, et de nombreux gouverneurs planétaires étaient tombés sous le coup d'un assassin de Calidus, déguisé en belle courtisane ou en humble servante. Avec de telles compétences et expertises à sa disposition, le temple pouvait facilement infiltrer l'Officio Assassinorium lui-même, et les derniers faits accablants étaient la présence d'un homme appelé Tidjarek, en tant que directeur primus du temple Calidus, un homme ambitieux et mon rival. Jarek ayant été favorisé pour être lui-même le prochain grand maître. Mais, lorsque le poste était enfin devenu vacant, un cruel concours de circonstances lui en priva. À l'époque, Tidjarek était encore engagé dans une mission d'infiltration d'une bonne d'Eldar noire, dont la psyché étrange et tordue signifie que seuls les assassins de Calidus les plus habiles pouvaient tenter une tâche si dangereuse. Et c'était pourquoi Jarek avait dirigé personnellement l'opération. Lui et son équipe d'élite avaient ainsi disparu pendant plus d'1 an, et beaucoup pensaient qu'il avait dû échouer, et qu'il avait été tué, ou pire encore. Et ce fut certainement le point de vue qu'adoptèrent les hauts seigneurs de Terra, lorsque le précédent grand maître mourut de vieillesse, et que le poste me fut confié. Et ainsi, lorsque Jarek revient victorieux de sa mission, il fut consterné de constater que le poste qui aurait dû lui revenir était occupé par moi. Et il savait que lui et moi avions été initiés à l'Officio Assassinorium à un âge similaire, et ainsi qu'il ne deviendrait jamais grand maître, sauf si je mourais ou quittais mon poste. Mais alors, il serait soit trop vieux, soit mort lui-même, à moins que je subissais un accident mortel entre-temps. Et c'est ainsi que le haut seigneur Goj'Vendir, ayant eu vent de cette rivalité, et n'ayant pas réussi à rallier l'Officio Assassinorium à sa cause par mon intermédiaire, choisit d'utiliser la haine de Jarek à mon égard pour prendre pied au sein de l'Officio. En utilisant les compétences et les ressources du temple Calidus, Jarek réussit à infiltrer plusieurs autres temples, et il semble que celui-ci ait ordonné l'assassinat des maîtres des autres temples, afin de les remplacer par ses propres assassins. Et ainsi, la corruption maléfique de Vendir infecta l'Officio Assassinorium et se propagea en son sein, comme une tumeur maligne. Mais avec la mort du haut seigneur Goj'Vendir, de nombreux bureaux de l'Abdetus Administratum reçurent l'ordre de purger de leur propre rang tous les individus soupçonnés de se ranger du côté de l'ecclésiarque déchu. Et Jarek savait que l'Officio Assassinorium était une organisation impitoyable, qui ne tolérait aucune erreur ou échec sous quelque forme que ce soit. Et n'importe qui, même s'il était involontairement impliqué dans les plans du haut seigneur Vendir, tomberait. Je réalisais alors, à ce moment-là, que ma propre vie pouvait être en danger. Car, si j'étais Jarek, ma prochaine action serait d'assassiner le grand maître et d'utiliser la polymorphine pour assumer son identité. J'ai alors mis en place mes propres plans d'urgence pour éviter le sort que Jarek m'avait sans doute réservé. Et j'ai fait fabriquer les fausses chevalières,
et j'ai demandé à un fidèle assassin de Calidus d'assumer mon identité. Et Jarek fit exactement ce à quoi je m'attendais. Une nuit, lui et 2 autres assassins entrèrent dans mes appartements et tuèrent mon double. À ce stade, je choisis de disparaître. Et en réponse à ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait cela, je répondrai que je savais maintenant à quel point l'Officio Assassinorium était une organisation faible, et si elle pouvait être corrompue si facilement par quelques individus, alors l'organisation tout entière aurait besoin d'être reconstruite. Et pour ce faire, il faudrait d'abord la détruire complètement. J'étais ainsi déterminé à mettre à genoux l'Officio, car ce serait à ce moment-là qu'elle aurait une chance de survivre. Avec un groupe d'assassins loyaux, j'ai déclaré une guerre totale. Jarek était peut-être assis dans mon bureau, portant ma chevalière à son doigt, mais j'étais toujours le grand maître et un haut seigneur de Terra. Et moi seul connaissais tous les secrets de l'Officio Assassinorium. Moi seul connaissais les codes qui déchaîneraient les assassins Evessor. Jour et nuit, mes assassins fidèles se battirent contre les renégats. Les assassins Evessor traquaient les passants avec des identités codes d'assassins renégats programmés dans leur subconscient. Et mes propres assassins vindicaires attendaient patiemment dans les conduites d'aération ou se cachaient dans les hautes alcôves du palais impérial afin d'éliminer en toute impunité ces traîtres. Leurs cachettes furent localisées et détruites avec des charges d'explosion mortelles, si puissantes que des pans entiers du palais impérial s'effondrèrent, tuant ainsi de nombreux innocents. Dans cette guerre totale, de nombreux assassins fidèles se risquèrent à utiliser des armes de l'arsenal secret de l'Officio Assassinorium. Certaines étaient instables ou limitées en quantité de munitions disponibles. Mais lorsque nous luttions contre des adversaires aussi mortels qu'un assassin, ces outils de destruction poussèrent la guerre en notre faveur. Un à un, les assistants qui avaient soutenu Vendir ou Jarek furent abattus, jusqu'à ce qu'il ne reste finalement que Jarek. Je le comptais alors dans mes appartements qu'il occupait. Mais j'avais anticipé ce moment depuis le début. Une charge électromagnétique était plantée dans le tissu même de mon bureau, dont un capteur à commande vocale activait le déclenchement. Et mes armes Exitus, emblème de mon temple, étaient toujours accrochées cérémonieusement au mur. Mais l'une de ces armes n'était pas factice. Le pistolet était chargé et armé. Mais Jarek était prêt également. Il m'attendait, équipé des meilleures armes du temple Calidus. Souriant de joie, sachant que même un maître du combat au corps à corps comme moi n'avait que peu de chance contre la plus longue portée de son épée de phase, capable de trancher le physique et le métaphysique, et les terribles effets de son neurolacérateur. Mais, lorsque je dis le mot de code qui fit exploser la charge, envoyant une impulsion électromagnétique à travers toute la chambre, Jarek regarda avec horreur l'énergie s'écouler de ses armes et les rendant inutilisables. J'ai alors profité du moment d'indécision de Jarek pour retirer le pistolet Exitus de son emplacement du mur, et j'ai tiré 2 fois. À ce moment-là, Jarek s'est remis du choc d'avoir perdu ses armes, mais ses tentatives d'esquisse étaient vaines, les minuscules ordinateurs de ciblage à l'intérieur de chaque balle étant programmés pour se verrouiller sur la signature thermique de Jarek et le suivraient quelle que soit la distance ou la direction qu'il se dirigerait. Et la première le toucha à la tête et la seconde à la poitrine. Des cartouches biodégradables spécialement choisies, garantissant que l'arme qui avait tué Jarek ne serait jamais retrouvée. J'ai ensuite retiré le chargeur de munitions du pistolet Exitus, et je l'ai remplacé par un chargeur de cartouches conventionnel, et je l'ai replacé sur le mur. Avec ce dernier acte, j'avais mis fin à la corruption au sein de l'Officio Assassinorium. Cependant, comme dans le cas d'une infection gangréneuse, j'avais été obligé de retirer la totalité du membre infecté. L'Officio Assassinorium était désormais en ruine, et je laissais sa reconstruction entre les mains de l'Inquisition. Mais pour ma part dans ces événements, je ne pouvais rester totalement innocent. J'avais été assez stupide pour penser que l'Officio Assassinorium pouvait rester seul et ne pas tomber dans les voies corrompues de quelqu'un comme le haut seigneur Goshvandir. J'aurais dû être sur mes gardes et vigilant, comme un tireur d'élite attendant silencieusement sa proie. J'aurais dû chercher la graine de la corruption et les écraser avant qu'elle n'ait la chance de prendre racine. C'est pour ces raisons que je ne peux continuer à être le grand maître, dans la mesure où je fais partie de cette vieille organisation corrompue. Il est impossible de faire partie de la nouvelle. Je ne peux que espérer m'être absous devant l'empereur.
Lui seul peut être mon juge et décider si je suis digne ou non de sa paix éternelle. Institut acta proba, la fin justifie les moyens. Le grand maître des assassins, 208 M36, 288 M36. Suite à cette découverte sur la mort du grand maître des assassins, l'Inquisition mit en œuvre l'ordre caché, connu sous le nom de l'ordre Sicarius, qui avait la tâche délicate de contrôler et de surveiller les différents temples d'assassins, via un ensemble de mesures simples mais efficaces. Tout d'abord, les temples d'assassins seraient répartis à divers endroits, de sorte que si l'un d'eux tombait sous l'influence du xéno, du démon ou de l'hérétique, les autres resteraient intacts. Ensuite, tout assassinat devait maintenant être autorisé par un vote d'approbation des 2/3 du Senatorium Imperialis, chambre des hauts seigneurs de Terra. Puis, tous les assassins auraient maintenant à rédiger un compte-rendu détaillé de chacune de leurs missions. Enfin, à l'exception du Temple Vessor, ils devaient maintenant se soumettre à un psycho-endoctrinement régulier sous l'œil de l'Inquisition. Mais, comme l'Inquisition l'avait appris à ses dépens, pour enquêter véritablement sur une organisation suspecte, il faut travailler à l'intérieur de ses limites et non à l'extérieur. Ainsi, un certain nombre de ses agents infiltrent désormais chacun des temples d'assassins. Ces assassins inquisiteurs jouant le rôle d'assassins comme on pourrait normalement s'y attendre. Mais lors de séances de psycho-endoctrinement, ils étaient en mesure de divulguer une information sensible que d'autres assassins auraient été moins disposés à partager. Et de cette manière, l'Inquisition évita par exemple 2 tentatives d'assassinat contre les hauts seigneurs eux-mêmes et plus d'un coup d'État au sein même de l'organisation.